Chers auditeurs sur Alliance 92, bonjour, l'émission Embarras. Pour ce jour, nous recevons comme invité l'un des leaders du syndicat d'Air Madagascar, qui n'est autre que Radra Barlal. Bonjour. Oui, bonjour, et c'est toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir participer à cette émission Embarras et de pouvoir m'exprimer à travers les ondes de la radio Alliance FM 92. Alors, on a commencé par parler de la compagnie aérienne Air Madagascar. Où est-ce que vous en êtes, brièvement, par rapport à votre lutte? Donc, par rapport à la lutte, je n'ai pas me focaliser sur le cas de nous quatre qui étions jusqu'ici licenciés abusivement, parce qu'on sait pertinemment qu'on a aujourd'hui un jugement qui, normalement, dans un état de droit, devrait nous restaurer nos droits. Moi, je vais parler plutôt d'Air Madagascar en soi. Et à travers cela, je voudrais solliciter mes collègues d'Air Madagascar qu'une lutte est une lutte permanente et progressive. C'est-à-dire, il faut lutter pour Air Madagascar, pour la souveraineté même de la nation, parce qu'il faut savoir qu'Air Madagascar représente l'emblème, cette souveraineté qui est la nation malgache. De ce fait, on vous écoute quand même? Ou entre collègues? Entre collègues, oui, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai peut-être pas évoqué le mot égoïsme, mais je peux comprendre que les gens aujourd'hui ont d'autres chats à fouetter, c'est peut-être le mot, au vu de ce partenariat stratégique, au vu également du contexte national. Et ça, c'est pas uniquement à Madagascar qu'on constate cette passivité, c'est général, c'est tout le peuple malgache en général qui aujourd'hui affiche cette passivité. Et c'est le cas pour le personnel d'Air Madagascar. Voilà. On parle maintenant d'actualité, vous l'avez d'ailleurs soulevé, passivité, mais n'empêche, il y a des acteurs qui réveillent, qui interpellent, entre autres tous les syndicats pratiquement, mais pourquoi que maintenant? Pourquoi que maintenant? Parce qu'il y a pas mal de représailles qui sont prises à l'encontre des syndicalistes. Vous savez pertinemment que si le syndicat des magistrats aujourd'hui se lève, c'est pas pour eux, c'est pas pour améliorer leurs revenus, c'est pour un état de droit, une indépendance de la justice, et ça concerne tout le monde. C'est une cause louable, noble, et que moi-même je défends personnellement. Aujourd'hui, je pense que par rapport à cela, c'est toujours une incidence de la lutte qu'on avait menée en 2015 au sein d'Air Madagascar. C'est aussi de se lever contre la mauvaise gouvernance qui existe dans le pays. Donc, par rapport à tout cela, les syndicats s'organisent, sont fédérés autour d'un mouvement et qui prend forme petit à petit. Puis on verra par la suite, au vu des contextes nationaux, de l'évolution de ce contexte-ci, l'ampleur que ce mouvement prendra. Il est vrai que les syndicats défendent leurs droits, entre autres, mais si auparavant on faisait face à des syndicats, je dirais entre guillemets, rebelles, vis-à-vis donc du régime en place, actuellement vous adoptez une autre stratégie ou une autre sagesse? C'est quoi exactement? Moi je voudrais plutôt emprunter le terme sagesse. On est passé d'une forme de syndicat protestataire vers une forme de syndicalisme productrice, je dirais. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler beaucoup plus en amont et essayer de parer aux éventuels, je dirais, déboires du système en aval, d'être beaucoup plus proactif que réactif. Là, il faut savoir que ce qui mine l'économie malgache en ce moment, c'est cette main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre déjà non qualifiée, ce taux de chômage qui est assez élevé, ce sous-emploi également, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 400 000 jeunes qui sortent tous les ans fraîchement des universités, des instituts, de ces différents instituts agréés ou pas, et qui rentrent dans le marché du travail, qu'il faudra absorber. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaie beaucoup plus vraiment de donner une formation qualifiante, de vraiment avoir une main-d'œuvre qualifiée
avec éventuellement des transferts de technologie, des transferts de compétences. On essaie de vendre parce qu'il faut savoir que le travail, c'est le marché du travail, hein. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc on essaie de pallier à tout cela. Pour autant que le syndicat aujourd'hui essaie de rassembler les gens autour de, cette vision-là, c'est-à-dire un syndicat fort, agent de changement pour un développement durable. Vous êtes un pilote de grand cargo. Quand vous entrez dans le cockpit, il y a des boutons. Oui. Par rapport à ces boutons, vous savez ce qu'il faut appuyer pour décoller. Mais pour Madagascar, si vous êtes dans ce cockpit, qu'est-ce que vous constatez ? C'est simple. Vous savez, il y a des tas de boutons. Mais en tant que pilote, je veux dire, il y a un setup qu'on appelle. C'est-à-dire, on appelle cela un setup, c'est-à-dire en rentrant dedans, il y a bien une manière de procéder. Et c'est cette manière de procéder, je pense, qui manque à Madagascar. C'est-à-dire, c'est un problème d'institution. Et j'entends par institution, ce sont les lois, ce sont ceux qui régissent, en gros, les forces vives qui régissent la société. Entre autres, et à Madagascar, il faut reconnaître que ces Tangalamines, qui ont encore leur place prépondérante au niveau de la société. Il y a aussi ces associations d'originaires du nord, du sud, est, d'ouest, des 18 ethnies de Madagascar. Il y a aussi les lois en vigueur, il y a la Constitution, il y a l'Assemblée nationale, il y a la primature. Toutes ces institutions-là, je pense qu'aujourd'hui, il faudra faire une réforme de ces institutions. Vous savez que le nouveau président français, Emmanuel Macron, lui-même, malgré que la France est à la place qu'elle a sur l'échiquier mondial, ose maintenant s'attaquer à une réforme institutionnelle. Donc je pense qu'il en est de même pour Madagascar. Ce ne serait pas scandaleux pour Madagascar d'éliminer les parlements, les chambres basses et les chambres hautes, par exemple Non, si on veut avancer. Hein. Moi, très sincèrement, je ne vois pas la nécessité d'avoir un Sénat. Avoir tout juste une assemblée vraiment populaire qui puisse réellement représenter le peuple. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Mais que de faire du copier-coller sur un système qui peut-être peut marcher ailleurs. Je ne vois pas la nécessité. Moi, je pense qu'il faudrait aller vraiment vers les gens, avoir une démocratie participative. C'est surtout le mot, c'est-à-dire c'est une démocratie un développement qui est piloté par le peuple. Le gros du problème aujourd'hui, c'est que le peuple ne s'approprie même pas la politique que mène le gouvernement. Parce qu'on lui donne même pas. On lui donne même pas, mais on n'arrive même pas. Mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à expliquer. Ils n'ont pas une vision, je dirais, réelle, correcte, une vision concrète, pragmatique de ce qui se passe réellement dans la nation. Donc comment voulez-vous que le citoyen lambda puisse le comprendre? Je vais vous dire, on va prendre l'exemple de la loi malgache. Hein, on sait tous pertinemment que la loi malgache était copiée sur la loi française. Jusqu'ici, mais même moi, en toute humilité, avec mon niveau d'éducation, que je considérais peut-être pas, je suis même pas une élite, mais je suis même pas non plus, je pense, au bas de l'échelon, mais un citoyen, je dirais, moyen, je n'arrive pas à comprendre la loi malgache. Pourquoi? Parce que elle n'est pas accessible. Aujourd'hui, il faudra conscientiser les gens qu'il y a une loi qui est accessible, que je puisse comprendre, qui puisse régir réellement. Et quand on comprend la loi, on connaît ses droits, et on a peur éventuellement je dirais, en France par exemple. Pourquoi? Quand un malgache arrive en France, dès qu'il rentre dans une voiture, la première de ses réactions serait de tout de suite mettre la ceinture, qu'il soit chauffeur ou passager. Aujourd'hui, à Madagascar, dès qu'on arrive à Madagascar, on se met dans une voiture. Bon, parce qu'en France, on sait pertinemment que si on ne porte pas sa ceinture, c'est 35 €. Je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que c'est maintenant 90 €. On sait pertinemment. Donc, il faudrait traduire cette loi en une loi compréhensible par tous. Donc, à ce moment-là, on arriverait à quelque chose. Parce que développement rime avec discipline. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Développement rime avec discipline. Et là, je vais en finir. Je vais plutôt m'adresser au peuple malgache. Parce qu'on a toujours ce paternalisme qui fait qu'on veut toujours rejeter la faute aux parents, c'est-à-dire aux gouvernants. Mais je voudrais, moi, en tant que citoyen responsable, me poser la question. Le gros de la chose, c'est que j'ai mon
rôle. C'est moi en tant que moi, qui écris mon histoire. C'est pas au président ni au Premier ministre, c'est à moi d'écrire mon histoire. Ce que je voudrais laisser à la génération future, pas uniquement à mes enfants, à mes progénitures, mais à la génération future. Mais, là, excusez-moi, mais pour l'autre, les lois sont faites pour les faibles. Effectivement. Et pour l'autre de l'autre, également, c'est que moi d'abord, vous après. Et pour l'autre de l'autre également, c'est que il y a vous et moi. Alors comment Au XXIe siècle à Madagascar. Je pense qu'il faudra changer de paradigme. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je veux bien. Il y a eu cette politique d'impunité qui règne en ce moment, au sein de la nation même. On est appelé à vivre en communauté, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas vivre isolément. On est là. Et moi, je dirais qu'il faudrait dépasser ce stade d'égoïste et d'essayer un peu de voir plus loin que son bout de nez. Et essayer de réellement, pas uniquement de le dire à travers les ondes, réellement de redistribuer ces richesses. Donc si on arrive à chacun à faire cela à notre niveau, je pense qu'on arriverait à quelque chose. Vous savez, j'ai incité la diaspora malgache quand j'étais en France. J'ai pu rencontrer bon nombre d'entre eux. Je leur ai dit, il y a à peu près 200 000, si je ne me trompe pas, à Paris. Si chacun ne donnait ne serait-ce que 1 euro, on demanderait même à un enfant de donner 1 euro, ça ne serait pas la mer à boire. Mais 200 000 euros pourraient quand même changer la donne pour beaucoup d'entre nous, parce qu'au taux actuel, si je vais dire 17 500, ça va valoir dans les 3 milliards 500. Ça pourrait quand même changer ne serait-ce que la virgule. Et si on essayait d'impliquer tout le monde, et y compris la diaspora, et j'en veux quelque part à la diaspora, et nous également qui sommes ici, qui vivons à Madagascar, l'élite que je pense qui a été formée pour cela, si nous essayons de prendre le taureau par les cornes, on y arrivera tous. Oui, mais de par cet égoïsme, parfois on dit aussi ce n'est pas de notre faute, ce sont les autres de l'extérieur, ou ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ben ça, c'est une attitude, je dirais, irresponsable. Quand on parle, par exemple, n'entrez pas dans nos affaires, c'est à nous, malgaches, la communauté internationale parfois est accusée même. Ben, moi, je vais vous dire sincèrement, Madame Priska, ce qui me désole aujourd'hui, c'est ce que disent tout le temps les gens. Ne rentrez pas, c'est des affaires malgacho-malgaches. Vous savez que bon nombre de ces gens-là, quand ils ont des problèmes, ils accourent voir toutes des chancelleries pour aller faire de la délation, pas pour apporter des solutions. Aujourd'hui, je pense que en tant qu'être responsable, en tant que citoyen responsable, on essaie de repousser la communauté internationale quand on n'a pas besoin d'eux, et pourtant, dans pratiquement tous les problèmes au niveau de cette nation, tout le monde y accourt. Hein. Donc, en Maroc, sélectionner quelques mots, quelques idées de référence depuis presque une bonne dizaine d'années d'ailleurs. On en parle beaucoup. Et on voudrait demander à Radra Barlal de nous donner sa perception de ces mots quant au pays. Corruption. Moi, je dirais financement des partis politiques, c'est à la base. Liberté d'expression. Quand je dis liberté d'expression, opposition. Justice. L'ordre public. Politique monétaire. Je dirais à propos de la politique monétaire, c'est la monnaie communautaire. Sécurité. Pour la sécurité, c'est l'égoïsme qu'on vient de parler tout à l'heure. Laïcité. Laïcité, bon là je vais peut-être m'étendre un peu là-dessus. Je suis chrétien pratiquant, donc pour autant, j'ai toujours essayé d'être objectif parce qu'on va parler de laïcité. Il faut savoir qu'il y a bon nombre de chrétiens à Madagascar, il y a pas mal d'églises chrétiennes notamment, qui sont érigées un peu partout sur Madagascar. Tel que je connais la doctrine chrétienne, et quand je vois la réalité qu'on vit réellement dans cette nation, je pense qu'il y a un énorme fossé entre ce qu'on enseigne dans la Bible et ce que vivent réellement les Malgaches. C'est ce principe même d'amour, de partage,
qui n'existe plus réellement. Bon, maintenant, prenons le christianisme comme base, puisque la plupart des Malgaches se disent être chrétiens. Et dans le monde, j'ai pu constater que même le Vatican, qui est, je dirais, un État, n'a jusqu'ici pas décrété que c'est une république chrétienne. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les islamistes osent, eux, carrément, appeler leur république islamique d'Iran, république islamique des Comores, république islamique. Mais aujourd'hui, on n'ose pas dire république chrétienne, par exemple, de Madagascar. Et pourtant, on prône toujours cet adage chez les chrétiens, Madagascar, ou Christi au Madagascar, je traduis littéralement, Christ pour Madagascar et Madagascar pour Christ. Donc, moi aussi, je voudrais quelque part, côté laïcité, inciter un peu, je veux dire, ceux qui sont dans les églises. Ils ne veulent plus participer à la vie de la nation. C'est tout à fait faux. En tant que citoyens, rendez à César ce qui est à César. Nous devons de participer à cette vie communautaire. Le dernier mot que je vous propose ici, à travers toutes ces visions, ces approches, ces constats, c'est le mot pouvoir. Anaïs pouvoir. Oui. Je tire cela d'une conversation téléphonique qui fait le buzz actuellement à travers les réseaux sociaux. On parle de démocratie. La définition même de la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Rendez à César ce qui est à César. Le pouvoir, c'est le peuple. Bon nombre des dirigeants malgaches se sont érigés contre le peuple et en ont payé les frais. J'espère que ce pouvoir actuel n'aura pas à payer ces frais. C'était l'embarras de Rabarlat.